Allez, on va parler de l'Ukraine et de la guerre qui a 500 jours, un peu plus même aujourd'hui. Votre livre « L'ours et le renard » chez Perrin revient sur cette guerre, sur l'armée ukrainienne qui a finalement résisté mais qui a subi aussi beaucoup de pertes. Une guerre de position plus une guerre de mouvement. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est votre lecture. En tout cas, premier champ de bataille, beaucoup plus transparent que les précédents. Regardez, c'est dans l'invitation d'Hélène Bonduel. On en parle ensemble juste après. Si on vous invite Michel Goya, c'est qu'au moment où l'OTAN, réunie pendant 2 jours à Vilnius, s'apprête à réévaluer l'aide militaire à l'Ukraine, vous signez un récit unique sur cette guerre. Autour d'un dialogue minutieux avec l'historien Jean Lopez, vous publiez « L'ours et le renard », histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Pendant 8 mois, vous avez échangé vos impressions, vos analyses sur cette guerre, et un premier constat assumé, l'aveuglement occidental, le vôtre aussi, sur cette décision incongrue de la Russie d'attaquer l'Ukraine. Il est toujours de bonne guerre d'abord de montrer ses muscles pour essayer d'obtenir un résultat politique sans faire la guerre. On a pensé qu'on était dans ce scénario, on s'est trompé. Une bonne stratégie, elle doit associer un objectif réaliste et des moyens adaptés. Et là, très clairement, il manquait l'un et l'autre à la Russie. Michel Goya, ancien officier des troupes de marine, vous êtes historien spécialiste de la guerre, auteur d'une 15aine d'ouvrages sur le sujet. Que s'est-il réellement passé dans le Donbass, à Kharkiv, sur les rives de la mer Noire ou dans l'attaque des 2 gazoducs? Qu'en est-il de la contre-offensive ukrainienne tant annoncée? Après plus de 500 jours de combat, chacun campe sur ses positions. Poutine ne veut rien lâcher, quand Zelensky veut tout reprendre. Дякую всім, хто б'ється заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні! Alors Michel Goya, nous avons une question. Au moment où nous franchissons un nouveau cap dans l'aide militaire, l'Ukraine a-t-elle les moyens matériels et stratégiques de gagner la guerre? Réponse. Oui, mais il faudrait d'abord savoir ce que signifie gagner la guerre. Reprendre le Donbass, reprendre même la Crimée. Ce scénario-là, est-ce qu'il est possible? Ça, c'est l'objectif, effectivement. C'est l'objectif stratégique affiché actuellement par l'Ukraine. Ça n'a pas toujours été le cas. Initialement, au début du conflit, au début de l'invasion en tout cas, le premier objectif, c'était simplement survivre. Puis ensuite, éventuellement, repousser les Russes sur la ligne de départ. Ça aurait déjà suffi pour peut-être... Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là. Maintenant, les Ukrainiens veulent tout récupérer. Pour l'instant, c'est encore possible. C'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Et ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent seront sans doute déterminants pour savoir si réellement c'est possible. Alors on va regarder la carte. C'est celle du conflit aujourd'hui. La blitzkrieg de Poutine n'a pas eu lieu. L'armée russe s'est repliée sur le Donbass, mais a repris Bakhmout. Et les Ukrainiens ont repris une bonne partie du nord et une partie du sud du Donbass. Vous connaissez ça mieux que moi, notamment Kherson. Pourquoi vous dites, finalement, quand on voit quand même des mouvements, que c'est une guerre de position? Parce qu'il y a eu effectivement énormément de mouvements pendant le premier mois de guerre. Il y a eu toute l'invasion du sud du pays par les Russes, qui a été assez facile. C'est leur grande victoire en réalité. Toutes les provinces de Kherson et une partie de la province de Zaporizhia. Dans le nord, cette tentative en revanche a complètement échoué autour de Kiev. Il y a eu une immense bataille. Toute cette bataille, c'est... Oui, enfin de Kharkiv jusqu'à Kiev, c'est quasiment tout le nord de la France, quoi, en dimension. Cette bataille a été perdue par les Russes, ils ont été obligés de se replier. Et à partir du mois d'avril, on s'aperçoit que les choses se sont fixées. Cette guerre de mouvement, avec beaucoup de mouvements, effectivement, s'est transformée en guerre de position, ce qui est un phénomène assez classique en réalité. Les guerres modernes sont très meurtrières. Et si on ne s'impose pas, s'il y a un camp qui ne s'impose pas tout de suite, ce qui arrive assez fréquemment, quelques semaines, quelques mois, cette guerre a tendance à se prolonger. Tout le monde s'enterre, on se fortifie et ça devient une guerre de position qui, elle, peut durer des années. Alors, on va parler des 2 armées. Force et faiblesse de l'armée russe de Poutine. Vous parlez d'une armée soviétique classique, complètement surestimée par le chef du Kremlin. Pas que par le chef du Kremlin, mais
Vous savez, c'est très difficile de savoir comment va se comporter une armée lorsque commence une guerre. C'est comme si vous allez estimer quel sera le résultat d'un match de foot alors que les équipes n'ont pas le droit de jouer avant. Donc vous dites, voilà, dans 2 ans, ces 2 équipes vont jouer l'une contre l'autre. Surestimé par tout le monde, en fait. Et donc, bon, oui, c'est assez classique aussi. Les Russes sont quand même aussi assez forts pour présenter toujours ces inventeurs du concept de village Potemkin, hein, donc toujours présenter une face brillante ou puissante, et puis derrière, c'est souvent plus, comment dire, c'est beaucoup moins brillant, justement. Là, oui, cette armée était... elle fait beaucoup de progrès, c'est une armée puissante, c'est une force complète. C'est sa plus grande force nucléaire du monde en termes de nombre de têtes nucléaires. C'est une aviation puissante, c'est une armée qui va dans l'espace, c'est une flotte, etc. Mais c'était effectivement un peu une armée Potemkin. C'est une armée qui a réussi aussi un certain nombre de choses. La guerre 2014-2015 dans laquelle elle est intervenue, cette armée russe, a été une victoire finalement pour eux. L'intervention en Syrie, militairement, c'était plutôt bien fait. Donc on avait vraiment cette impression d'une armée vraiment puissante, plus puissante en tout cas que celle de l'Ukraine, qui donnait plutôt initialement des indices plutôt contraires. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu. Aujourd'hui, cette armée-là, elle peut se passer des 26 000 hommes de Wagner depuis le putsch manqué. Est-ce qu'elle peut, en l'état, faire sans ces hommes qui sont partis depuis cette mutinerie avortée? Alors, 26 000 il doit y avoir 36 000 combattants russes et séparatistes en Ukraine. Donc, quantitativement, ce n'est pas très important. Mais en même temps, c'était malgré tout, on va dire, c'était une troupe d'élite, une troupe forte, incontestablement, dont il faut rappeler que ce n'était pas forcément le premier métier. Wagner, normalement été inventé pour aller justement là où on ne veut pas envoyer l'armée russe, pour maintenir les choses dans ce qu'on appelle du déni plausible, dire c'est Wagner, c'est pas nous, etc. Donc particulièrement dans le théâtre extérieur, en Syrie d'abord. Sauf qu'elle lui a échappé complètement à Poutine. Et là maintenant, on s'est retrouvé cette armée parce qu'il fallait faire feu de tout bois. On a été utilisé dans cette guerre, et puis elle est devenue un monstre et c'est un petit peu. Il peut faire sans parce qu'on sent que l'onde de choc depuis cette mutinerie, alors certains disent coup d'État ou tentative de coup d'État ou de putsch, elle est encore là, elle se propage encore, même si Prigojine n'est plus là, même si on ne sait plus où il est exactement. On voit bien que la rancœur des nationalistes est là, ceux qui critiquent encore Shoigu, le ministre de la Défense, qui disent au fond cette fameuse opération spéciale, on la défend, mais on la fait mal. Et ça, c'est encore en Russie. Et ça fait mal, non ? Oui, bien sûr. Dans une guerre, d'abord, ce ne sont pas les armées qui font les guerres, ce sont les nations. Et la force d'une nation, c'est son armée qui est devant, à l'avant, mais aussi toute l'arrière. L'arrière de la société et le fonctionnement de l'État. Des deux côtés. Du côté ukrainien, on a une nation en armes qui est très déterminée, qui est solide. Et du côté russe, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup moins impliqué la nation, en réalité, dans cette guerre. Il n'y a pas eu de mobilisation générale comme il y a eu en Ukraine, en partie parce que certainement le pouvoir se méfie justement un peu de sa propre société plus profond, mais se méfie aussi de ses organes de sécurité. C'est-à-dire que la société, l'État russe est devenu, il n'y a plus de monopole de l'emploi de la force légitime, mais plutôt un oligopole avec tout l'oligarchie de la société, l'oligarchie économique a donné naissance aussi à une oligarchie de sécurité avec des gens qui peuvent aussi menacer directement le pouvoir. Force et faiblesse de l'armée ukrainienne. Comment vous jugez cette contre-offensive ukrainienne qui est allée jusqu'en territoire russe, ça a été très symbolique, même si c'était symbolique, effectivement. Voilà, à Belgorod. Est-ce qu'elle est efficace, cette contre-offensive aujourd'hui, où là, il s'agit d'avancer ? Alors, cette armée ukrainienne est devenue la première armée d'Europe, l'armée la plus puissante d'Europe, incontestablement. Et si un jour l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, ce serait, hors les États-Unis, ce serait l'armée la plus puissante européenne dans cette organisation. Incroyable. À cause de nos aides, de nos soutiens militaires, ou ce sont ces hommes, eux ?
les Ukrainiens? Pas que, c'est d'abord une mobilisation de la nation. Tout entière. Oui, tout entière. Une détermination, une mobilisation humaine qui est considérable. D'ailleurs, même d'un point de vue militaire, on voit toute la différence qu'il y a entre une armée russe qui reste quand même une armée de professionnels, volontaires, qui est un peu à part, coupée un peu du reste de la nation, et cette armée ukrainienne où il y a une multitude de gens qui sont venus, de volontaires, de mobilisés, qui sont venus, des civils, qui sont venus avec leur vision des choses, leur rapport technique, etc. De quoi manque-t-il le plus aujourd'hui pour véritablement la gagner, cette contre-offensive? Parce qu'on a beaucoup livré, malgré tout, ça a pris du temps, il y a eu des paliers, mais ça y est, on n'est plus aux chars, là, on est aux avions de chasse, F-16, les Américains vont les livrer, il y a des missiles français aussi. Qu'est-ce qui manque encore? Des obus. Voilà, pour parler simplement, actuellement. Hein, c'est-à-dire que on l'a dit, dans une guerre de position. Position, c'est-à-dire que là, les Ukrainiens, pour atteindre leur objectif, dont on parlait au départ, libérer tout le territoire, en superficie, ce qui reste à libérer, c'est l'équivalent en France de la superficie de l'Occitanie plus la région Provence-Côte d'Azur. Donc c'est relativement important. Et pour ça, il faut qu'ils obtiennent des grandes victoires, il faut qu'ils cassent le front, il faut qu'ils aillent loin, qu'ils donnent des grands coups à cette armée russe. Et le problème, c'est que l'armée russe, pour l'instant, elle est sur la défensive. Les Russes mènent au score, d'une certaine façon. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, ils pourraient dire, écoutez, voilà, nous on a gagné, on a libéré, entre guillemets, un certain nombre de territoires, etc. Et donc, les Ukrainiens doivent passer à l'offensive, mais pour passer à l'offensive et réussir cette bataille très difficile face à des positions retranchées, très retranchées, en réalité, il faut beaucoup de puissance de feu, il faut écraser cette défense pour pouvoir... obus, des munitions. Voilà, et pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Il n'y a pas 36 solutions. Les livraisons sont là, mais ça manque encore. Je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité. C'est aussi Erdogan, l'actualité sur l'Ukraine, qui a joué un rôle, on le sait, très ambigu sur ce conflit. Mais il a autorisé Zelensky à revenir de Turquie avec les combattants d'Azov, les fameux combattants de cette usine Azovstal ukrainien les plus durs. Il est pour vous, ça y est, du côté de Kiev, où il a trahi Poutine, ou ça reste un jeu d'équilibre? Erdogan est du côté d'Erdogan. Voilà, il mène un jeu très personnel où il essaie de gagner un peu sur... Il se met en position d'homme indispensable de tous les camps. Il maintient des fers au feu dans tous les camps. Il maintient le contact avec la Russie, incontestablement. Il ne faut quand même pas oublier aussi au passage que la Turquie, c'est le pays de l'OTAN qui est en contact militaire avec la Russie, c'est-à-dire en Syrie. En Syrie, il y a des affrontements entre Turcs et Russes régulièrement. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement n'est peut-être pas étranger à des événements dont on n'a pas parlé, mais qui ont eu lieu en Syrie entre Turcs et Russes. Donc là, comment ça, j'ai pas compris. Il y a eu des combats. Il y a eu un certain nombre de gens turcs qui ont été tués, je crois, par des Russes. Donc on comprend mieux le volte-face, en tout cas, du moment. Pour le moment, il donne des signes à l'Ukraine, il donne des signes à l'OTAN. Il accepte l'entrée de la Suède dans l'OTAN, puisque c'est une décision à l'unanimité, mais certainement en échange de beaucoup de choses. En échange d'un assouplissement de la position sur la politique des Kurdes en Turquie, par exemple. Notamment les opposants à Erdogan, qui vont sortir de Suède en contrepartie de son intégration. Tout petit mot pour terminer, Michel Goya, parce qu'on va partir justement à Vilnius avec Richard Verly. Faire l'histoire immédiate d'un conflit, c'est toujours un peu périlleux, mais vous expliquez bien que cette fois-ci, les sources sont très différentes. Elles sont très nombreuses. Oui. Et qu'on voit le champ de bataille grâce notamment aux moyens satellitaires, grâce au téléphone portable qui devient une arme de guerre. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas complètement nouveau, mais ça change beaucoup de choses. Et effectivement, on a beaucoup d'informations dites ouvertes, ce qui permet à n'importe qui, en réalité, de faire des analyses. Alors, la plus-value de Jean Lopez ou moi-même, c'est certaines expertises. Moi, je fais de l'analyse des conflits depuis 19 ans, en réalité. Donc, c'est un peu mon métier d'analyser les choses avec mon savoir-faire militaire. Mais, à la limite, n'importe qui peut... faire ce travail, pour peu qu'ils prennent le temps, qu'ils fassent les choses rigoureusement, avec méthode. Voilà, un ancien chef d'état-major des armées me disait, il y a 15 ans déjà, il me disait, mais en fait, n'importe qui, actuellement, peut avoir 80% de toutes les informations dont je peux disposer, moi, chef d'état-major des armées. Merci beaucoup, Michel Goya. Merci. Et pour poursuivre cet entretien, lisez donc L'ours et le renard, coécrit, c'est un dialogue d'ailleurs avec le journaliste Jean Lopez aux éditions Perrin.